Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. L'histoire d'une chanson. David Gérard. Bonjour ou bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. 4e édition de cette émission Souvenir sur l'antenne onde courte de Aki Radio Andorra ainsi que sur YouTube et sur Mixcloud, sans oublier bien sûr, vous le savez bien, le site akiradioandorra.com. Avec pour thème l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont écrites, composées ou chantées. Ce qui va être le cas maintenant avec Jane Birkin, car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Je t'aime moi non plus, cette chanson écrite par Serge Gainsbourg et interprétée en duo par Jane Birkin et Serge Gainsbourg. C'est une chanson qui, pour certains, à sa sortie en 1969, a dégagé un doux parfum de sensualité et pour d'autres, un véritable parfum de scandale. Elle fut, dans un premier temps, enregistrée à Londres par Brigitte Bardot, mais cette version-là ne sortira que 17 ans plus tard. Le mari de la belle Brigitte, le beau Günther, ne voyait pas d'un bon œil ce duo musical enregistrant ronronnements et soupirs sur vinyle. Mais heureusement pour nous, Serge Gainsbourg venait de rencontrer Jane Birkin, une jeune Anglaise de 20 ans, et c'est elle qui nous raconte aujourd'hui la véritable histoire de Je t'aime moi non plus. J'ai eu le bonheur de rencontrer Jane Birkin à plusieurs reprises dans ma carrière, et un jour, je n'ai pas pu résister à l'idée d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette chanson « Je t'aime moi non plus ». Jane Birkin. Eh bien, elle est arrivée par accident, parce que c'était écrit pour et avec Bardot, Brigitte. Et quand j'ai connu Serge, je venais de faire les tests pour Slogan, le film qu'on allait faire ensemble. Donc je l'ai rencontré, je crois que ma première vision de lui, étant donné que j'avais le rôle, parce que sinon on avait fait le test avant, et bon, tout ce qu'on connaît de cette frayeur de l'avoir eu l'impression de l'emmerder finalement en étant sélectionné pour le rôle, parce que je crois qu'il avait son œil sur Marisa Berenson, qui était infiniment plus chic que moi, en fait, à vrai dire. Et ça, j'avais un très grand esthétisme, un très grand souci de l'esthétisme et de la beauté, et aussi de l'élégance. J'étais peut-être le contraire de tout ça, et en plus, avec un très mauvais maniement de le langage français. Il m'avait d'ailleurs dit que s'il faisait un test en Angleterre, il n'oserait jamais s'il n'avait pas au moins la fondation de le langage français à sa portée. Alors, voilà, devant cet homme sarcastique, il me semblait narquois et hautaine que je parte pour le... Il était en train de faire une émission de radio. J'ai vu sur tous les murs de sa chambre, chez ses parents, les grandes photos de lui-même avec Brigitte Bardot, mais grandeur nature. Et puis, à mon embarrassement, il avait mis sur le pick-up « Je t'aime moi non plus » par elle et lui. Et c'était tellement troublant, c'était tellement lourd, troublant dans le bon sens du terme, comme un parfum qui prend la tête, pratiquement, oui, embarrassant. Ça faisait chaud sous le col. C'était un moment... J'aurais imaginé un des moments les plus érotiques que j'aurais pu imaginer, leur version. Et bon, c'était devant des gens qui faisaient visiblement une émission avec Serge. Moi, je me suis coupé la main dans une boîte de biscuits japonais. Il faisait aucun souci à moi. Je saignais comme un porc. Et j'ai dit à mettre en scène, quand même, c'est très difficile de jouer avec ce garçon. Les scènes où il faut tout de suite que moi je plonge dans une baignoire et que... Non, moi j'étais assise sur le bord du baignoire, c'est ça, et lui il était dedans, donc lui il avait la chance d'avoir une énorme culotte rayée bleu, blanc, rouge dans le baignoire parce que ça se voyait pas, et moi j'étais censée d'être fou amoureux de lui, et aussi proprement normalement, dans cette scène de baignoire. Et j'ai dit à Graham, là c'est vraiment trop difficile parce que il est vraiment trop mécontent que je sois dans ce film. Donc il a fixé un dîner avec Serge, et après... Grâce à quelques verres, Serge m'a demandé de danser. Et là, j'ai vu que la personne que j'avais pris comme hautaine, arrogant, méprisant, était en fait un garçon timide, absolument charmant, avec un sens très développé de la gentlemanerie, de protecteur, charmant. Il marchait sur mes pieds aussi, qui était aussi un autre charme, parce que j'ai rendu compte qu'il ne savait pas danser. Et
Et donc cette personne maladroite et avec tout ce qui est de plus joli dans les migrants, c'est-à-dire il venait d'une issue juive russe et je crois qu'il se considérait comme littéralement pas beau, mais en même temps, à force d'avoir séduit les personnes les plus charmantes de la terre, bien avant moi, ça, je crois qu'il avait cette double connaissance alors que quand tu as du talent, que ça te donne une sorte de richesse, mais ça fait pas oublier que dans le fond, tu n'es que ce que tu es. Mais peut-être aussi, ça lui fait écrire une chanson plus tard, Les beautés cachées de Lady Lay. Mais il voulait ressembler tout de même à Robert Taylor. C'était la personne qu'il admirait le plus. J'ai dit, mais c'est pas possible, cet homme insipide. C'est même pas Greg Répet. C'est tellement... Il a dit, oui, mais le nez, les yeux, le beauté ténébreux. Enfin, voilà. Et c'était encore un charme caractéristique à lui que profondément et dans le cœur, il est resté Lucien Gainsbourg. Et moi, j'ai tombé amoureuse donc de Lucien Gainsbourg. Et quand il est arrivé à un certain moment, pendant le tournage, je pense, de Slogan, où je chantais quelque chose de très haut, il m'avait écrit Jane B, d'après un prélude de Chopin, signalement, yeux bleus, cheveux châtains. Et puis il m'a demandé si je voulais pas chanter cette chanson qui était Je t'aime non plus. Là-dessus, j'avais un flashback de souvenirs ou combien troublé de la version que j'ai entendue avec Bardot, et que lui, très gentleman, n'avait pas sorti parce que Bardot ne le souhaitait pas. Parce que dans sa vie privée, ça aurait foutu le bagaille, si j'ai bien compris. Elle était mariée à l'époque à Gunther Sachs. Donc, ça, j'avais arrêté l'imprimerie même, parce que c'était déjà dans l'imprimerie. Et quand il m'a demandé de le chanter, évidemment, j'ai dit que oui, parce que je sentais qu'il y avait des personnes infiniment séduisantes comme Mireille d'Arc qui rôdaient en disant « Serge, paraît-il, tu as écrit cette jolie chanson ?» Et je me suis dit « Oh, là, je vais pas lui laisser dans une cabine téléphonique à chanter avec ces créatures. » Évidemment, j'ai dit oui, mais c'était uniquement par jalousie. Et nous voilà embarqués en Angleterre pour chanter à Marble Arch, dont, en effet, des cabines téléphoniques séparées. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, le tout était assez vaste. C'était un très grand auditorium avec 2 cabines téléphoniques, Serge dans un, moi dans un autre. Et de le sien, il m'orchestrait carrément de comment faire des respirations, parce qu'à cette époque-là, il n'avait que 2 prises. Donc, il voulait pas que, importé par les respirations, j'oublie d'attaquer le note haute. Donc, si tu écoutes Je t'aime non plus, les respirations arrêtent un peu court, parce que il avait mis à sa main en l'air comme ça pour dire arrête, pour attaquer haute. Il était mon orchestrateur. Et on est retourné avec ce disque pour le faire jouer à monsieur Meyerstein, qui était chef de phonogramme à l'époque, Philips. Et j'étais assise dans son studio, dans son bureau. Serge met le disque. Il dit, moi, je veux bien aller en tôle. Il était plus élégant, en prison, pour un 33 tours, mais pas pour un 45. Donc, retournez en Angleterre, faites encore 10 chansons. Donc, on est reparti. Serge a inventé 69 années érotiques et d'autres chansons de remplissage. Pas de vilaine qualité, d'ailleurs. Et comme ça, on a sorti Je t'aime non plus, avec 10 autres chansons pour qu'ils puissent mettre en cellophane le couverture où c'était marqué interdit au moins de 18 ans. C'est vrai que quand on l'a fait jouer, et on l'a fait jouer en catimini dans l'hôtel dans lequel on vivait, qui était l'hôtel où était mort Oscar Wilde, rue des Beaux-Arts, il y avait des sortes de petites... Dans ce restaurant qui était un donjon, il y avait des petites cabines particulières, mais qui se rejoignaient tous, et une sorte de hi-fi équipement dans toutes. Donc, le DJ de l'époque mettait des disques du genre ambiance. Alors, Serge glisse le 45 tours, le 33. C'était une grosse chose, probablement cassable même à l'époque, je ne sais pas, avec des grosses rayures dedans. On donne ça au disc jockey. Et qu'est-ce que les gens mangeaient, et puis on a entendu un fabuleux silence, et tous les fourchettes étaient suspendues en l'air. Les gens avaient arrêté de manger. Ils avaient arrêté tout. Ils étaient juste, tout simplement, on s'est rendu compte à cet instant même
qu'on venait de faire quelque chose qui empêchait les gens de bouger. Mais je ne savais pas que le pape allait le bannir, que ça allait être dans le journal du Vatican, et donc quelque part était notre plus grande promotion, parce que les gens en Amérique du Sud le faisaient revenir. J'étais moi non plus dans les couvertures de Maria Callas. Le chef à Rome était mis en prison pour indécence. En Angleterre, même quand c'était monté dans les hit parades, c'était seulement possible d'avoir la version orchestrale de Je t'aime moi non plus par le BBC. Enfin, quand tu penses maintenant que ce musique est devenu l'histoire, parce que je pense vraiment que c'est le disque de l'histoire, qu'on n'a jamais fait mieux, qu'on n'a jamais fait plus beau non plus dans le musique, car il est en boucle. Il y a quelque chose d'infiniment gracieux dans son écriture. Quand ça, je la fais reprendre, si jamais tu illustres cette interview, ça serait joli de le faire, pas avec moi, ni avec Bardot d'ailleurs, mais avec l'orchestration qui était faite pour le film Je t'aime moi non plus, où il a pu mettre une philharmonique dessus. Et là, Je t'aime moi non plus prend des ailes, mais quelque chose d'absolument magique. Moi, il m'a fait chanter une octave au-dessus de Bardot pour que ça a l'air d'être comme une voix de garçon de chorale, avec le trouble que ça pourrait éventuellement avoir. Mais enfin, pour moi, sa version à elle, qu'il a sortie beaucoup d'années après, il m'a téléphoné un jour en disant « Ça va te faire de la peine ?» J'ai dit « Ah bon, mais dis-le vite. » Alors, il a dit « On va sortir le disque de Bardot parce qu'elle veut pour ses animaux. » Oh, il faut lui laisser faire pour ses animaux. Elle dit ça. J'ai dit « Mais bien sûr. » Il a dit « Je préfère te le dire pour que tu ne le découvres pas par la radio. » J'ai dit ça, c'était vraiment très gentil. Et c'était très gentil. Et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins, et je me retiens. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins. Et je te rejoins. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins, et je me retiens. tu vas et tu viens
je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens, je me retiens. Non, maintenant, viens. C'était Je t'aime moi non plus, interprété par Jean Birkin et Serge Gainsbourg. Désolé Jean, je t'ai pas écouté. J'ai mis la version chantée, j'aurais bien mis la version orchestrale, mais c'était vraiment trop beau. La version orchestrale, on le découvrira une autre fois. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Le thème que je vous propose aujourd'hui dans cette émission Souvenir, c'est l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont écrites ou chantées. Et je lisais dans le magazine Notre Temps à propos de la ballade irlandaise, cette chanson créée par Bourvil en 1958, qu'un jour de 1957, en panne d'inspiration, le parolier Eddie Marnay s'est rendu chez son ami le compositeur et pianiste de jazz Émile Stern et a trouvé, sur le piano, une partition qui traînait. Il a commencé à la déchiffrer, malgré les protestations d'Émile Stern, qui jugeait sa mélodie sans intérêt. Et puis finalement, il s'est laissé convaincre, il s'installe au piano et se décide à la jouer. Immédiatement, les mots « un oranger sur le sol irlandais » viennent à l'esprit d'Eddie Marnay. Mystère de l'inspiration. Le reste de la chanson sera écrite en quelques heures dans la foulée. Est-ce la vérité ? Eh bien, nous allons le savoir, car aussi bizarre que ça puisse paraître, cette chanson tendre et émouvante avait été refusée par beaucoup d'artistes, à commencer par André Claveau, l'une des grandes vedettes de l'époque. Eddie Marnay nous a quittés en 2003, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant, à la SACEM, et de garder dans mes archives personnelles le souvenir de notre rencontre. Eddie Marnay a écrit pour les plus grands, comme Claude François, Michel Legrand, Marcel Amont, Richard Anthony, Serge Reggiani, Bourvil bien sûr, et pour les plus grandes comme Mireille Mathieu, France Gall, Marie Laforêt, Frida Boccara, Ginette Renaud, Lara Fabian et Céline Dion. Certaines de ces chansons ont même été soit adaptées, soit interprétées en américain par des stars comme Paul Anka, Tony Bennett, Miles Davis, Marlène Dietrich et Barbra Streisand. C'est vous dire s'il sait écrire de bonnes chansons. Mais qu'est-ce qu'une bonne chanson ? Écoutez dans ce document très rare la réponse d'Eddie Marnay. Une bonne chanson, c'est la rencontre de mots qui ne se sont jamais rencontrés d'abord. Et puis c'est la rencontre d'une bonne musique et de bonnes paroles, naturellement. Mais c'est ce qui fait appel à l'inconscient populaire, c'est-à-dire il faut savoir rejoindre dans ce qu'on écrit ce que les gens ont envie d'entendre. Et ça, il n'y a pas de recette pour ça. C'est un peu la chance qui vous fait naître dans votre époque. Si on est 10 ans plus tôt, on est en avance. Si on est 10 ans plus tard, on est en retard. Il faut avoir la chance d'arriver au moment où on a quelque chose à dire que les gens sont prêts à accueillir. Ça, c'est une chimie mystérieuse. Et surtout l'interprète aussi pour la chanson. Naturellement, c'est une conjugaison de tout. Vous avez fait chanter Bourvil, notamment avec une chanson, la ballade irlandaise, qu'on va écouter dans quelques instants. Oui. C'est l'une des plus belles chansons interprétées par Bourvil. De Bourvil. Je pense, oui, modestement, je pense que c'est une des plus belles. Il en a eu de très belles aussi. Il a eu Le Bonheur, il a eu de La Tendresse, qui est une très belle chanson. Mais effectivement, c'est parmi ces belles chansons. Comment elle est née, cette chanson-là, la ballade irlandaise ? Elle est née tout très facilement et très spontanément au piano d'Émile Stern, qui en est le compositeur. Mais alors, nous, à l'époque, j'en étais très fier et très heureux, parce que c'était une idée originale. Et il s'est trouvé qu'aucun chanteur dans Paris ne me l'a accepté. Personne n'en voulait. Alors j'étais désespéré, et Émile Stern arrive un jour en me disant « J'ai rencontré le directeur artistique de Bourvil qui la veut pour Bourvil ». Or, à l'époque, Bourvil n'avait chanté que des chansons d'inspiration un peu... ludique, oui. Paysanne, comme la tactique du gendarme ou des choses comme ça. C'est un peu comme si on l'avait donné à Coluche à ses débuts, vous voyez. Et ça ne correspondait pas. Et moi, j'étais très dérouté par cette proposition. Alors, je suis allé voir le directeur artistique de Bourvil, qui était Jacques Sklinga, un homme très intelligent et très avisé, finalement,
qui m'a dit, tu sais, il y a tout un côté de Bourvil que personne ne connaît, que je veux révéler au public. Alors, j'ai dit, je te fais confiance. Et quand je suis arrivé au studio où Bourvil enregistrait la chanson, je suis tombé à la renverse et j'ai compris que Sklingan avait eu raison et que Bourvil prenait un tournant dans sa carrière. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, mon enfant, tu es là. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. C'était la balade irlandaise par Bourvil. Quelle musique et quel texte signé par Eddie Marnay. L'histoire d'une chanson. Émission Souvenir avec l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont écrites ou chantées. Alors baladons-nous dans le hit parade de Radio Andorre et pour l'histoire d'une chanson, je vais vous raconter l'histoire de ce succès de Serge Reggiani, le barbier de Belleville, avec la complicité de Claude Lemel, l'auteur des paroles de cette chanson dont la musique est brillamment signée par Alice Donat. Ce succès, le barbier de Belleville, est sorti en 1977 chez Polydor avec sur la face B un autre succès de cette année-là, Venise n'est pas en Italie, dont les paroles sont signées également par Claude Lemel et la musique par mon ami Christian Piget. Un talent hélas trop tôt disparu, je pense à lui en évoquant cette chanson qui a aussi marqué le répertoire de Serge Reggiani. Christian Piget qui m'a permis de rencontrer Claude Lemel en allant le chercher à la gare de Toulouse pour l'emmener en passant par le Gers, oui je sais on fait plus simple, au gala de l'école de musique de Christian Piget à l'Île-en-Dodon. Mais revenons à la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Le barbier de Belleville. Alors comment cette chanson est-elle née? Claude Lemel nous raconte l'histoire de cette chanson. Alors, Le barbier de Belleville, on travaillait avec Alice Donat chez elle. On a fait des séances de travail comme ça toutes les semaines. On se bloquait 2 après-midi. Et puis là, on avait écrit une chanson absolument sinistre pour Daniel Guichard. C'est très bien qu'on lui a jamais montré d'ailleurs, tellement elle était sinistre.
La chanson s'appelait Une chienne qui revient. Alors on s'est dit, bon, c'est pas possible, on peut pas rester là-dessus. Et on a consacré la fin de l'après-midi donc à écrire une chanson plus souriante, plus drôle. Et j'ai eu cette idée donc d'un coiffeur, Serge Reggiani, ayant été coiffeur dans sa jeunesse, un coiffeur qui rêvait de chanter. Donc j'ai griffonné quelques mots, je lui ai demandé de me faire une musique à la Rossini, donc Alice a fait ça très 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 bien, et moi j'ai complété mon texte sur sa musique, la musique était très porteuse, donc ça n'a pas été quelque chose de très difficile, mais je me suis tout de même astreint, sachant que Reggiani tout de même est un interprète réputé chanteur à texte, à écrire cette chanson rigolote, tout en rimes riches. Pour la beauté de la chose, quoi. Ce que j'ai d'ailleurs fait remarquer à Serge lorsqu'on lui a présenté la chanson, et il a répondu ingénument, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, il a répondu, quand je lui ai fait remarquer que c'était en rime riche, qu'est-ce que c'est qu'une rime riche? Donc pour lui ça n'avait pas d'importance, et il avait bien raison d'ailleurs, parce que c'est la qualité de la chanson qui compte et pas la qualité de la rime. Voilà. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon, Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Les clients me comparent au fameux raseur Figaro. Je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un tour de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter toréador. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Rossini. Je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la colosse. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville, en rêvant que je suis à la salle Garnier ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Serge Reggiani, le barbier de Belleville, quelle magnifique chanson. Pour l'histoire d'une chanson, aujourd'hui, je vais vous parler de toi, non pas de vous, de toi. Cette chanson interprétée par Gérard Lenormand, écrite et composée par Daniel Seff et Richard Seff. De toi, cette chanson est sortie en 1972 chez CBS et paraît sur l'album Les Matins d'hiver, un album riche en tubes puisque l'on y retrouve des chansons comme entre autres Il, merveilleuse chanson signée par Guy Scornic, La Fête des Fleurs, Le Petit Prince, Les Jours Heureux, Les Matins d'hiver d'ailleurs qui donneront le nom à cet album. Et presque toutes les chansons de cet album, en dehors de Ne m'en parlez pas, signé par Bernard Estardi et Jacques Demarny, toutes les chansons de cet album qui fera date dans la discographie de Gérard Lenormand, toutes sont signées par les frères Richard et Daniel Seff. Cette chanson sortira cette même année en 1972 en single chez CBS avec sur la face B Plus de soleil au lever du jour et sur la face A
avec De Toi. Richard Seff est auteur-compositeur et écrivain. Écrivain en publiant son premier roman, La Décadence, titre emprunté à Serge Gainsbourg, inspiré par le déferlement de la télé-réalité dans les médias et la fabrication en masse de stars éphémères. Ce roman sort chez Flammarion en 2004. Il sera suivi de 2 autres romans, Une idée du bonheur en 2007 et Les étoiles meurent aussi en 2009 aux éditions Le Marque-Page. Il est l'auteur aussi d'un ouvrage illustré, Esprit Zen, en 2016, sur la méditation, ainsi que des préfaces de livres, des livres de Maille-Brandt, Dans la lumière aux éditions Ipanema, et Cabrel, Une vie en chanson aux éditions Hugo Doc. Mais revenons à la musique. Ah oui, il est aussi producteur de musique, entre autres. Richard Seff n'a que 17 ans quand, avec son frère Daniel Seff, il écrit ses premières chansons. Son frère, qui prépare un album, non, mais je n'en dis pas plus car c'est Richard Seff qui va vous raconter l'histoire de cette chanson De Toi et qui est devenue un énorme succès. Je connais Richard Seff depuis de nombreuses années et il nous raconte aujourd'hui la véritable histoire de cette chanson De Toi. Alors De Toi, c'est la dernière, c'est la première. Alors ça, c'est sûr que c'est la chanson qui m'a transformé en auteur de chansons. Le souvenir, le sentiment qui m'en reste, c'est une sorte de... j'étais au départ incrédule et après étonné, ébahi que ça puisse m'arriver. Ça s'est passé de la façon suivante, c'est dans quelques mois avant, avec Daniel, on avait écrit des chansons, pour la première fois des vraies chansons en français, et en fait c'était parce que Daniel avait décidé d'être interprète, de chanter. Daniel, mon frère, ça a toujours été le but en fait, de faire des chansons et de les chanter lui-même. Donc après quelques années passées à faire de la musique dans notre coin ou dans des groupes, tout ça, finalement on s'est retrouvé assez vite autour de ce projet. Ça a d'abord été le sien. Et moi, comme j'étais assez proche, je me suis greffé là-dessus et j'ai commencé à écrire avec lui certaines chansons. Lui étant plus spécialisé sur la musique, moi sur les textes. Mais enfin, ça se mélangeait un petit peu quand même. Et donc, on avait enregistré un certain nombre de maquettes. Alors, maquettes de l'époque, c'est-à-dire un piano, une guitare, une voix sur même pas un Revox, c'était, je ne sais plus, un magnéto en 2 pistes. Et il avait fait écouter ça. On avait réussi à avoir un rendez-vous chez Claude Nougaro où Daniel était allé, très impressionné, et Nougaro l'avait, après avoir écouté, l'avait orienté vers son directeur artistique, Claude Dejac, qui est un grand monsieur de la profession, qui avait un label, qui était responsable d'un label, dans lequel, ce qui prouve d'ailleurs le talent de ce directeur artistique, c'est ça, un vrai directeur artistique, il avait quand même, en jeune artiste de l'époque, je parle là vraiment tout début des années 70, 71, et il y avait le Forestier, il y avait donc le Normand, il y avait Yves Simon, il y avait pas mal d'artistes qui ont fait des carrières impressionnantes ensuite. Et donc Daniel a rencontré le Normand à ce moment-là. Et le Normand, à la même époque, a sorti un disque qui avait commencé à bien fonctionner, que souvent d'ailleurs on nous prête, mais c'est vraiment un prêt parce que c'est pas de nous. C'est la chanson Il de Guy Scornic. De Guy Scornic, tout à fait. Et je pense de notre auteur et dont le pauvre, tu vois, on a oublié le nom. Donc chanson de Guy Scornic et puisque je sais pas ce qui s'est passé. Le Normand après cherchait une autre équipe et donc a demandé à Daniel des chansons puisqu'il avait écouté, ça lui plaisait bien. Et un jour, Daniel m'appelle. J'étais à Toulouse, chez mes parents, et il me dit, il faut faire vite le texte de Toi. Non, ça ne s'appelait pas De Toi, d'ailleurs, puisque il faut vite finir ce texte, parce qu'il y a le Normand qui veut l'enregistrer. J'ai fait écouter la musique, il trouve ça très bien, il voudrait qu'on finisse le texte. Et moi, j'étais en train de regarder un film, et déjà, l'idée, là aussi, il y a des choses qui sont gravées comme ça. C'est que la première chose, je me suis dit, merde, il va faire... je voudrais quand même voir la fin du film. Il dit, c'est très pressé, il faut qu'il, je sais pas, demain, ou un truc comme ça. J'ai quand même regardé la fin du film, la nuit, j'ai passé la nuit à finir le texte. Je crois que ça s'appelait déjà De Toi, je crois qu'on avait un début de quelque chose. Mais en me disant, en plus, au fond de moi, je me dis, mais de toute façon, ils vont le jeter, ce texte,
Richard Seff, qu'est-ce qu'il y a des gens comme Delanoë, il y a des vrais auteurs. Dès qu'il y a un mec qui va écouter la chanson, il va jeter le texte, il va demander à un vrai auteur de le faire. Donc je fais ce texte, le Normand écoute et il trouve ça bien. Je dis ça alors, déjà j'étais étonné, c'est que ça, il enregistre comme ça et le disque sort et là, quelques semaines après, ça commence à cartonner en radio et là on a commencé. Lorsque j'ai commencé à aller à Paris, à rencontrer des gens de ce métier, on me traitait vraiment comme un auteur de chansons. Alors à l'époque, j'avais 19 ans, tu vois, donc j'étais à la fois très impressionné et puis très flatté quand même que les gens de ce métier commencent à me dire mais j'aime beaucoup cette chanson, j'aime bien ta façon d'écrire. Voilà, et petit à petit, alors ça m'a, du coup, les faits m'ont conforté quand même, m'ont donné un peu plus de confiance et je me suis dit, bon, bah, je vais continuer, hein. C'est pas mal comme job. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi. Pour que tu reviennes un jour te blottir dans mes bras. Il me reste de toi le souvenir des jours heureux quand j'étais amoureux, quand tu prenais ma main pour découvrir ensemble des mondes incertains, l'ivresse des matins, un peu de mon chagrin, et puis des mots d'amour ne rimant plus à rien. Mais j'aurais su garder l'espoir secret de te revoir. La 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 la. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes au pays où l'amour est roi. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes un jour te blottir dans mes bras. Il me reste de toi le souvenir de ton regard perdu dans le brouillard, l'instant de ton départ quand tu t'es retourné pour la dernière fois. Une photo ratée, un foulard oublié, quelques lettres froissées que je n'ai pas jetées. Mais j'aurais su garder l'espoir secret de te revoir. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes au pays où l'amour est roi. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes un jour te blottir dans mes bras. La 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 la.
C'était De toi par Gérard Lenormand, musique de Daniel Seff et paroles de Richard Seff. Richard Seff que je connais depuis longtemps puisque nous avons presque le même âge. En tant qu'auteur-compositeur, a écrit plus de 300 chansons et pour les plus grands, je vous laisse imaginer les noms, vous les connaissez tous. De Clo-Clo à Johnny. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Pour cette émission Souvenir, restons dans cette bonne variété qu'a fait les beaux jours du hit parade de Radio Andorre. Alors cette fois-ci, pour l'histoire d'une chanson, je vais vous raconter l'histoire de ce succès de Joe Dassin, Si tu t'appelles Mélancolie, et dont les paroles ont été écrites par Pierre Delanoë et Claude Lemel. Cette chanson est sortie en 1975 chez CBS. Alors comment cette chanson est-elle née? Nous retrouvons Claude Lemel qui va nous raconter la vraie histoire de cette chanson. Alors Claude, comment cette chanson, Si tu t'appelles Mélancolie, a-t-elle été créée? Si tu t'appelles Mélancolie, donc c'est une chanson qu'on a écrite pour Dassin, Pierre Delanoë et moi-même en 1974. À partir de 1973, on a décidé de travailler ensemble, Pierre et moi, parce que avant cette date-là, Pierre faisait sur les albums de Joe la moitié et moi l'autre moitié. Et puis bon, on s'est dit qu'on serait peut-être plus fort à travailler ensemble parce que Joe était un type extrêmement pointilleux, vétilleux, bon, enfin chiant quoi pour tout dire. Et donc on avait l'impression que en travaillant tous les deux, on serait plus fort vis-à-vis de lui, ce qui était d'ailleurs une erreur totale. Il a continué à être tout aussi attachant, comme on disait. On l'appelait comme ça, un mec attachant. Joe, c'est vraiment ce qu'il était. Et Joe avait un petit trou dans sa carrière à cette époque-là, en 1974. Ça faisait 2-3 ans qu'on n'avait pas fait de très gros succès. Bon, enfin, 2 ans, disons. Le dernier gros succès, c'était dans Paris à vélo, La complainte de l'heure de pointe en 72. Et donc, bien sûr, il était à la recherche d'une chanson qui fonctionne. Et à la radio, sur une radio nationale, donc je ne le citerai pas ici, bien sûr, j'avais entendu une chanson de Shepston and Gibbons qui s'appelait « Please tell her that I say hello ». Je la trouvais très jolie, une très jolie mélodie, un petit peu 1940. Et j'avais dit à Joe, tu devrais faire ça en français, c'est vraiment une mélodie pour toi. Joe avait aimé effectivement cette mélodie et nous a chargé, donc Pierre et moi, de faire le texte. Alors là, on a fait notre traditionnel brainstorming. Mon Pierre a dit, je me souviens très bien, que le mot mélancolie tombait très bien sur la fin de la première phrase musicale. C'est vrai, mélancolie. Et moi, je lui ai dit que oui, le mot mélancolie tombait très bien, mais que ça serait sans doute intéressant de l'utiliser autrement que comme un nom commun, désignant un sentiment, mais de l'utiliser comme un nom propre. Alors à ce moment-là, on a pensé à Si tu t'appelles Mélancolie, d'autant plus que le son de la première syllabe et le son de la dernière se répondaient. Il y a une espèce de rime intérieure dans Si tu t'appelles Mélancolie. Donc ça contribuait à l'esthétisme de la phrase. Et à la fois donc sur le plan formel et puis sur le plan du fond, l'idée nous a séduit. Et on a écrit ce texte qui est assez court et qui pourtant nous a coûté beaucoup de travail. Et effectivement, cette chanson a relancé la carrière de Dassin. Seul devant ta glace, tu te vois triste sans savoir pourquoi. Et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. On
et demain peut-être, puisque tout peut arriver, n'importe où, tu seras là au rendez-vous et je saurai te reconnaître. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. Si tu t'appelles mélancolie, en effet, pour l'oublier ensemble, les chiens perdus, les incompris, on les connaît, on leur ressemble. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus... Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. L'histoire d'une chanson. Aujourd'hui, pour l'histoire d'une chanson, je vais vous raconter l'histoire de cet énorme succès interprété par Mireille Mathieu, Mille colombes. Cette chanson est sortie en 1977 sous le label des disques Philips et les paroles de Mille colombes sont signées par l'un des plus grands paroliers avec Pierre Delanoë, c'est Eddy Marnay. Eddy Marnay a écrit pour les plus grands comme Claude François, Michel Legrand, Marcel Amont, Richard Anthony, Serge Reggiani, Bourvil bien sûr, souvenez-vous de la Ballade irlandaise, et pour les plus grandes comme France Gall, Frida Boccara, Ginette Renaud, Lara Fabian et Céline Dion, Marie Laforêt bien entendu, et Mireille Mathieu. Eddy Marnay nous a quittés en 2003, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant, à la SACEM, et dans ce document très rare, comme bien d'autres, que vous allez entendre dans l'histoire d'une chanson, vous allez écouter Eddy Marnay nous raconter la véritable histoire de ce tube de Mireille Mathieu, Mille colombes. Attention, collector, Eddy Marnay. Mille colombes, c'est un compositeur allemand qui avait écrit ça, qui s'appelait Christian Brunn, et qui avait mis là-dessus comme ça pour mettre des mots. Joue-moi un air de guitare en allemand. Et moi, j'estimais que ça avait un potentiel beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Et j'ai proposé à Johnny Stark, qui me demandait de l'écrire pour Mireille Mathieu, de joindre les petits chanteurs à la Croix de Bois, parce que j'entendais ça comme une espèce d'hymne. Et nous avons dîné avec les petits chanteurs à la Croix de Bois, on en a parlé, et de là est venue l'idée de cet hymne à la paix qui est 100 000 colombes. C'est-à-dire qu'une chanson qui partait de quelque chose d'extrêmement petit et banal est arrivée à s'ouvrir et à devenir un hymne que j'ai retrouvé d'ailleurs dans des communautés religieuses, qui est chanté un peu partout à l'occasion d'événements à caractère un peu solennel, qui est chanté dans les églises quelquefois. Et c'est une chanson qui fait son chemin dans ce sens-là, qui a été un gros succès à l'époque, mais qui aujourd'hui fait son chemin sur le plan religieux. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends aux couleurs du temps.
Demain, c'est nous. Et demain, plus de guerre. Demain, à retour, les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Quel tube! C'était 1000 colombes, interprété par Mireille Mathieu sur des paroles d'Eddie Marnet. Cette chanson, bien sûr, prend tout son sens par les temps qui courent. L'histoire d'une chanson. Dans cette émission Souvenir, nous allons évoquer, avec Pierre Rocola, l'histoire de ce succès sorti en 1980 chez Flarenache et interprété par Françoise Hardy, le fameux Tamalou. Je connais Pierre Rocola depuis ses débuts et je me souviens du temps où il chantait dans le groupe Le Chœur, que j'allais applaudir dans un club toulousain au bord du canal du Midi et qui s'appelait le Lido. Pierre Rocola, dont le premier succès fut Fille du vent, succès dû aussi à la voix sublime de sa choriste, que Gilbert Bécaud souhaitait avoir dans ses chansons. Mais le plus marquant de ses succès reste Lady Lay. Pierre Rocola a écrit aussi pour beaucoup d'artistes. Il a notamment écrit un album pour Johnny Hallyday, le fameux Hamlet, je dis fameux, car il n'a pas eu le succès escompté auprès des fans du boss. En revanche, carton plein pour ce succès pour Françoise Hardy, Tamalou. Le single Tamalou est sorti en 1980, comme je vous le disais, sous le label Flarenache, réalisé par Gabriel Yared, et la photo de couverture a été réalisée par Alain Marouani. La chanson est signée par Françoise Hardy pour les paroles et par Pierre Rocola pour la musique. Alors comment cette chanson Tamalou est-elle née? Pierre Rocola nous raconte la véritable histoire de cette chanson. Alors Tamalou, c'est très bref, c'est qu'en fait j'avais fait une chanson qui était pour moi, pas du tout pour Françoise Hardy. Alors pas du tout. Donc je l'ai enregistrée, je l'ai fait à ma manière, et un jour elle l'a entendue cette chanson, elle est tombée amoureuse de la chanson telle qu'elle était, et elle m'a dit, il n'y avait pas de paroles, hein, c'est elle qui a fait les paroles. Et elle m'a dit, cette chanson, vraiment je veux la faire, c'est mon son, c'est mon truc. Je dis, ah bon parce qu'en plus dans la tonalité, c'est ce qu'il y a de formidable, c'est ça. C'est que les arrangements, la tonalité, le son, tout, elle y est rentrée tout de suite. Comme si justement on avait multiplié des efforts extraordinaires pour lui faire la chanson. Alors qu'en fait, moi, je n'ai pas pensé une seule seconde. C'est elle qui m'a dit, ça, il faut que je le fasse. Alors j'ai dit, bon, Françoise, fais-le. Et en plus, elle a fait un texte Tamalou que je trouve sympathique, enfin vraiment bien foutu. Et c'est Gabriel Yared, qui était aussi arrangeur de Johnny dans Hamlet, qui a fait les arrangements. Parce que Gabriel, c'est quand même un grand monsieur. Tamalou,
Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Voilà, c'était Tamalou par Françoise Hardy et bien sûr musique de Pierre Cocola et paroles de Françoise Hardy. L'histoire d'une chanson. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette émission sur Aki Radio Andorra vous a plu, vous pouvez la retrouver en podcast sur Internet, sur Mixcloud ainsi que sur YouTube sous-titré dans la langue du pays de diffusion. Je vous rappelle que cette émission est aussi disponible sur akiradioandorra.com. Et je tiens à remercier Jean-Marc Prince qui m'a permis de passer 7 heures en votre compagnie. Et puis comme d'habitude, un petit coucou aussi aux gens de l'émetteur, ainsi qu'à Christian Milling qui, comme toujours, a supervisé la diffusion en ondes courtes. Alors je vous fais un grand sourire et je vous dis à la prochaine fois sur Aki Radio Andorra. À très vite. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.